Bonjour et bienvenue dans le Poopcast, le podcast qui parle de YouTube Poop avec celles et ceux qui le font. Et aujourd'hui, je suis avec le légendaire Thomasius YouTube Poop, qui était déjà une légende quand je n'étais qu'un simple spectateur, et qui est le premier pooper à m'avoir suivi et encouragé, il me semble. Donc déjà, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et du coup, on va aller directement vers la première question qui est maintenant rituelle, que tu connais peut-être déjà, parce que tu me dis que tu suivais un peu le podcast. Pourquoi avoir choisi ce pseudo? Est-ce qu'il y a une anecdote derrière? Oh, bah, une anecdote tout simple, c'est mon vrai prénom c'est Thomas et j'avais envie je sais pas, de le modifier que très légèrement et puis juste le sus quoi, le sus. Donc c'est juste la contraction des deux a fait que ah bah tiens ça fait un truc facile à retenir, un peu catchy, puis ça a donné ce pseudo. Et du coup, c'était le premier pseudo de ta chaîne, tu l'as pas changé entre-temps ou quoi que ce soit? Bah, je devais faire partie de ceux qui mettaient leur vrai nom et prénom au tout début, et puis qui ont vite changé en cours de route une fois que le projet de carrière, entre guillemets, s'est fixé. Hmm. À partir du moment où j'avais commencé avec juste des vidéos random sur du gaming, sur des bugs de jeux vidéo ou sur des trucs sur lesquels je jouais à l'époque. Et puis, après avoir découvert les YouTube Poop en 2012-2013, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas moi? Et à partir de là, bah oui, changer le pseudo de la chaîne et voilà ce que ça a donné. Eh ben écoute, c'est absolument parfait. Comme ça, en plus, c'est parfait parce que tu introduis en plus la section qui allait être sur du coup ton début de carrière. Alors, première question, j'ai vu que ta première vidéo légendaire sur la drone de requin filmée sur un écran, je pense, voilà, avec une vieille caméra numérique de l'époque, date non pas du quinquennat de François Hollande, mais de Nicolas Sarkozy, avant qu'il soit un criminel, enfin jugé comme criminel, et qu'il était encore C'est ça. comme président. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça, du coup? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Ça devait être un pari entre potes sur lequel d'entre nous aurait la chaîne la plus connue, la plus populaire. Et chacun postait dans son coin des trucs sur des bugs de jeux vidéo, des choses qui nous incitaient à publier du contenu. Et puis ça devait être sur Urban Terror, Ouais. cette vidéo-là, pendant un temps mort où je n'avais plus rien à faire, où je pouvais balader librement ma caméra. J'avais vu une animation d'aileron de requin qui dépassait, puis j'ai juste placé ma caméra en dessous et je me suis dit, ah bah, ils n'ont pas animé de requin en entier. D'où le fait que je me suis dit, bon, filmons ces quelques secondes d'aileron de requin et ça va percer sur Internet, j'en suis sûr. Bah, d'une manière, ça a marché, c'est-à-dire que c'est quand même pas mal vu pour une vidéo de bug filmée sur un écran depuis une caméra. Et alors, du coup, je ne savais pas ce que c'est que Urban Terror. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux, trois mots très rapidement ce que c'était? Parce que tu as fait plusieurs vidéos dessus au tout début. Ça devait être un proto CSGO avec des jeux gratuits. Enfin, c'était gratuit et c'est des connexions sur serveur faciles, alors que tu n'avais pas besoin d'acheter le jeu CSGO, donc Hmm. c'était bien plus pratique pour l'époque. C'était une option valide et il devait y avoir d'autres jeux de ce type, comme Wolf Team, où tu pouvais en plus te transformer en loup-garou, il y avait des spécificités et, euh, et un peu après, d'autres jeux qu'on découvre au fur et à mesure, où on découvre des bugs ou des cheat codes que j'avais recensés comme étant des bugs, mais non, c'est des cheat codes. Hmm. Je prends l'exemple du jeu DS de Pierre des Caraïbes avec les grosses armes. Oui, j'en souviens. C'est pas un bug, c'est un cheat code Ça qui fait rend dur. juste les objets gros et puis après, hop, ça fait tout le listing. Hmm. Oui, et du coup, je trouvais ça marrant enfin, que tes premières vidéos, ça soit des bugs du coup ou des cheat codes ou des features. Comme si, en fait, j'ai fait le lien un peu, peut-être que c'est un peu trop farfetch, mais une sorte de volonté de trouver la faille dans les produits culturels qu'on nous propose, quoi. Les trucs un peu à côté, un peu en décalage. Je sais pas si tu le perçois comme ça ou si c'est un peu moi qui délire tout seul dans mon coin. Non, maintenant que tu le dis, c'est un peu mon côté archiviste de dire il faut absolument montrer ces choses, le truc à côté, même si jamais ça fait pas partie de la culture à proprement parler, au moins pour ces trucs-là. Euh, mais oui, et
comme ça on va pouvoir faire la transition toute trouvée avec la première YTP que j'avais vue, qui est une mise en abîme de la contre-culture dans la culture. C'est la YTP de 1, 2, 3 Lunatic sur Yu-Gi-Oh! Mais c'est le Yu-Gi-Oh! Vu par JDG. Donc Ah la oui, partie oui. redoublée par Stat Mixed. Donc ça c'était donc Lunatic est cancel en effet depuis, mais qui a été quand même une figure importante de YouTube Poop avant de faire autre chose de sa vie malheureusement. Exact. Et donc c'est ta première que tu as vue en tant que spectateur, c'est ça? C'est la première que j'ai vue en tant que spectateur. Je devais être en salle informatique et c'est un de mes camarades qui m'a montré, regarde ce contenu, c'est marrant. Je me suis dit, oui, bah c'est Yu-Gi-Oh! J'ai vu la vidéo de JDG. Non, mais c'est pas tout à fait ça, il y a des plot twists. Et du coup, premier sentence mixing que j'entends avec le texte qui n'est pas le vrai texte. Et oui, ce côté parodique m'a fortement plu. J'en ai regardé d'autres sur d'autres thèmes comme les Disney, la marque de fabrique de Parody of Stéphane et de enfin Alexander de Middle Smile. Ouais, avec qui t'as fait un d'au- dédice plus tard, mais on y reviendra du coup. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, en 2012, j'en ai beaucoup regardé. Et puis en 2013, j'ai sauté le pas. Je me suis dit juste pourquoi pas moi. Et, euh, et j'ai commencé à monter sur Windows Movie Maker. C'est la Ah confession, ouais. et, Et puis, oui, c'est cette idée de faire de la parodie, de la contre-culture, de faire rire avec du contenu, mais détourné, parodié. Ouais, ça fait partie intégrante de l'esprit de la chaîne. Alors du coup, bah, c'est parfait parce que tu as répondu à plusieurs de mes questions que j'avais prévues. Et donc, premier tube Poop de 2013, donc sous Hollande, on a changé de quinquennat. Et alors, qui s'intitule Disney aime les beats, avec le beat censuré avec des petits astérix. Mhm, Et en gros, ce qui a, t'as fait un YouTube Poop, j'ai envie de dire, assez classique, parce qu'on a un peu tous fait, c'est-à-dire, t'insistes avec les moyens et l'humour de l'époque aussi. Tu prends un film de Disney et tu appuies sur les sous-entendus sexuels, qui étaient mhm. des fois présents dans le film, des fois non. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un truc qu'on a absolument tous fait, et qui est, je pense, indissociable du YouTube Poop, parce qu'en général, les gens, quand ils pensent à du YouTube Poop, ils pensent à ça. Et pourquoi tu penses que c'est si important pour ce média, pour ce qu'on fait, c'est qu'on prend des trucs enfantins, ou pas forcément, de pub ou de machin, et on dit, ok, on va mettre du cul partout. Parce que c'est forcément ça qui sort, quoi. C'est l'une des règles de l'Internet qui veut Oui, que bien plus sûr. une chose est mignonne, plus il est satisfaisant de la corrompre. Et Lunatic serait de d'accord avec prendre, toi, du coup. oui, alors on va éviter les contenus sur les mineurs. Là, on va se concentrer sur pour les mineurs, Ouais, c'est ça. peut-être. Mais oui, les dessins animés, tu Hmm. regardes au premier abord, la source de base, c'est mignon tout plein. Après, on rajoute le vulgos, on rajoute le sexuel ou le sous-entendu sexuel. Et oui, ça fait penser à de la YTP. Ceci étant dit, les premières YTP auxquelles on peut penser, il y en a aussi qui font juste Des du blagues. montage C'est vrai. enfin, ça peut être des blagues, ça peut être juste des problèmes apparemment de bugs ou de Hmm. montage ou dans le texte. Mais oui, ça doit faire partie de notre culture française aussi de rajouter ce genre de sous-entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de cultures où l'humour consiste en ça, mais il y a aussi. Alors, je me disais du coup, en lien avec tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi essayer de gratter sous la surface, d'enlever le côté peut-être trop lisse des Disney ou des pubs ou de quoi que ce soit, et de voir ce que ça veut dire. Et fait, derrière les Disney, derrière tout, il y a quand même des adultes qui savent très bien ce qu'ils font quand ils racontent des histoires, en fait. Et même quand ils n'en parlent pas explicitement, en fait, ils l'ont en tête parce qu'ils sont humains malgré tout, quoi. Il y a un peu ça, je pense. C'est, c'est aussi une deuxième face de la YTP, ce sont le fait de mettre des vidéos sur la plateforme qui paraissent innocentes au premier Oui. abord, avec juste le titre, juste la miniature, et puis tu te rends compte que ah bah non, c'est une parodie, ah bah non, c'est un contenu populaire, mais qui a été détourné de son but initial. Ça fait partie aussi euh, peut-être de la pensée des premiers YouTube poppers, notamment les Américains, de Hmm. flouder la plateforme avec du contenu poubelle, Hmm. ce que fait encore Heisenberg au Fitzerb, Oui. côté français.
C'est qui est de très dédié à polluer ça. entre guillemets la plateforme Qui était le pour pouvoir premier faire des choses. invité du podcast. D'ailleurs, si nos spectateurs l'ont loupé et veulent le regarder, toujours disponible. Alors, et du coup, ce que j'ai remarqué aussi sur la première poupe, tu as bien listé toutes tes sources, et y compris les effets sonores que tu as rajoutés, parce que je crois pas qu'il y avait encore de sound mixing à en parler encore dans la première poupe. Mm. C'était vraiment juste des extraits qui étaient mis les uns à côté des autres, hein, ce qui est suffisant, je trouve, pour l'époque. Et Mhm. alors, ma question, tu fais pas ça systématiquement, mais plusieurs fois, j'ai vu d'autres poopers de l'époque, quand j'ai fait mes recherches, lister aussi bien toutes leurs sources et avec le titre exact, etc. Alors, c'était quoi la volonté? C'était juste pour pas qu'on t'emmerde dans les commentaires et demander ce que c'était? Est-ce que c'était pour que d'autres puissent s'en servir et le reprendre et faire des poupes à leur tour? C'était quoi le but? Je pense pas que je faisais ça, au tout début de la chaîne. J'ai dû, rétroactivement, Ah, remettre les sources, à l'intérieur. Ça doit venir d'une volonté, d'une part, effectivement, de certains spectateurs qui disaient, au rodotage, deux hmm, points, source, point d'interrogation et heu et c'est un sentiment de frustration auquel j'essaye de pallier, que moi-même, quand je regarde des vidéos, je me suis dit: «Tiens, elle est sympa cette musique, d'où est-ce qu'elle hmm. provient?» et de pas avoir la source de les commentaires, ça peut être une source de frustration que j'essaie d'esquiver à mon échelle, en mettant, toutes les sources listées et utilisées, dans la mesure du possible. Et après, ça peut permettre à d'autres gens de se dire, «Ah bah tiens, il a fait une référence, j'ai déjà entendu cette musique dans plusieurs vidéos». Tant qu'à faire, si jamais ça devient un running gag, ça peut, faciliter, l'intégration et la compréhension. Et je pense avoir commencé à faire ça avec ma vidéo sur, Mickey Ouais, et rétroactivement à remettre ça sur, mes anciennes, vidéos, depuis le début. ok. Et du coup, justement, je vais parler de sources un peu. Au début de ta carrière, on va dire, tu faisais beaucoup de Disney, de films d'animation en général. Et c'est un peu ta marque de fabrique. Et du coup, quand on regarde les vidéos elles-mêmes, il y a ça, des blagues avec du proto-Stunks Mixing, on va dire. Et en fait, la plupart de ce qui va interrompre, c'est de la culture Internet de l'époque, voire early Internet, du coup. Et, Mmh. là, une question que je me pose, c'est est-ce que ces références Internet, tu les avais directement, toi, que tu regardais des mèmes ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'était en piochant chez d'autres poopers, en regardant les interactions, que ça te donnait des idées pour débouler? Un petit mélange des 2. Ça dépend de l'origine. Est-ce que je regardais ça directement chez des YouTubers, américains ou francophones et qui les utilisaient et je me suis dit: «Ah bah tiens, autant l'intégrer parce que ça a l'air de faire partie de la culture populaire». Hmm. Si jamais ça se retrouve chez plusieurs personnes, ça peut faciliter une «compréhension» entre guillemets de ce gag qui sera pas perdu. Et de temps en temps, si l'idée me vient de juste rajouter un truc qui me plaît, ben, je ne me prive pas pour le faire et l'intégrer. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça fait comme. Parce qu'on parle quand même du début, enfin de la première phase, on va dire. Le début, je sais pas, parce que c'est difficile de déclarer quel est le début, mais on parle de là, 2013 et tout, on est quand même. On est juste avant le pic de popularité dont on va parler ensuite. Et donc, c'est quand même ça qui établit le vocabulaire que vont être le vocabulaire, on va dire, phare du poop à tout jamais jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire. Euh, Notamment, il y a un gimmick que tu as beaucoup utilisé, mais qui, je pense que c'est utilisé un peu partout sur Internet, mais que j'ai noté, c'est euh, en fait, la structure de tes YouTube Poop au fur et à mesure, c'était on avait la source, blague avec la source, puis blague avec interaction avec ça, les sources externes, plus Internet, pub, etc., qui sont externes à la source originelle, qui se répondent entre elles, et quand ça va trop loin, paf, transition VHS, fin de neige qui fait pchut comme ça, et hop, on revient à la source originale, et le même schéma se reproduit. Et du coup, ce que je voulais. Et d'ailleurs, je crois que la transition VHS, tu l'as utilisée pendant très longtemps. C'est un peu devenu ta marque de Mhm. fabrique. Et pourquoi tu penses que. En deux questions. Pourquoi tu penses que cette formule, cette structure, qui à chaque fois ça monte en petit crescendo, puis ça se coupe et ça remonte et ça coupe.
penses que ça marche bien dans tes YouTube Poop et pourquoi tu t'es mis à faire ça naturellement. Et ensuite, j'aurai une deuxième question sur la transition VHS. Je pense que cette histoire de utiliser une source et d'essayer de la faire répondre avec d'autres, Mhm. c'est un reliquat du montage sur, Windows Movie Maker où tu as pas vraiment beaucoup de pistes Mhm. et tu utilises au maximum ce dont tu disposes, la source vidéo d'une part, la source audio d'autre part, et puis tu coupes des morceaux, tu remplaces l'audio par autre chose, et c'est pour ça que ça peut donner un effet de réponse. Et sinon, incruster, encadrer directement une autre source qui répondrait par effet coulé de chauffe à la source principale. Et l'interruption par excellence sur un média de type télévisé, ça serait l'interruption VHS ou la mire, mais qui fait Mhm. un bruit un peu trop strident. Donc j'ai préféré conserver la VHS qui était Plus doux. plus douce aux oreilles. Mais en fait, ma deuxième question, c'est pourquoi tu penses que c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, de quand on commence à construire des blagues et à les emplacer l'une sur les autres, de l'interrompre soudainement. Il y a un peu ce truc où, dans le YouTube, on crée et on casse tout de suite. Genre, Eh ben, d'une part, je voyais ça très souvent chez les autres YouTube poopers, hmm, notamment Alessio, qui hmm, faisait ça aussi, d'interrompre, de mettre un gag et de revenir au principal. Et d'autre part, ça permet d'appuyer le fait que, regarde, il y a une vanne, hmm. mais t'inquiète pas, on va revenir sur les rails assez rapidement, une fois la transition terminée. Ça peut être un marqueur d'humour supplémentaire pour le spectateur. Alors, c'est vrai, mais en fait, je trouve ça. En fait, ça paraît tellement naturel quand on le regarde, mais c'est quand même des codes qui ont été, on va dire, créés de toutes pièces. Et que maintenant qu'on le voit partout, enfin, on l'a beaucoup vu sur YouTube, moins maintenant, mais ça vient un peu de là, on peut se dire que c'est ce truc de rythmé, etc. Et pourtant, on pourrait croire que les YouTube Poop euh, ne veulent pas forcément revenir sur les rails, que le principe c'est de dérailler. Et en fait, on peut se rendre compte qu'en fait, des fois, non, des fois il faut rester dans un certain schéma, il faut rester dans la source pour que ça fonctionne, et pas juste partir en vrille, quoi. On pourrait tout à fait s'en passer, on pourrait Mhm. tout simplement ne pas mettre le truc VHS. Et je sais pas, ça ne regarde que moi, mais dans mon esprit, ça reviendrait à si jamais il n'y avait pas cette transition VHS, peut-être que ça serait pas aussi drôle, peut-être que il y aurait pas ce petit temps de réflexion, Mhm. d'impression dans le cerveau pour que ça puisse transiter. A- Après, j'ai peut-être été l'un des premiers, l'un des pionniers à l'utiliser, mais il y en a plein d'autres qui savent s'en passer et Mhm. ça fonctionne très bien tout autant. Mais comme c'est une marque de fabrique et que tu interviewé, je te pose comme la question à toi. En Euh, effet. alors, j'ai remarqué que c'est dans ta vidéo Bordel à Nottingham, une du couple sur Robin des Bois, version Disney, que tu as utilisé pour la première fois l'intro Because YouTube is where the poop is, qui maintenant est légendaire et qu'on voit plus trop d'ailleurs dans les YouTube Poop, que ce soit un peu n'importe qui. Même moi, j'ai beaucoup mis, puis je me rends compte que maintenant c'est moins systématique. Mais c'est comme un slogan essentiel. Qu'est-ce qui signifie pour toi ce truc-là? Oh, ça aurait pas été pareil. Enfin, c'était les premières heures de YouTube, enfin, c'est les premières années où on pouvait se permettre ce genre de réflexion. Ouais, cette intro-là, c'était un peu un. Oui, enfin, c'est pas forcément une marque de fabrique pour des youtubeurs, mais une sorte de cri de ralliement, de dire: «Bah, voilà, moi aussi j'appartiens à cette communauté». Heu, c'est je sais pas s'il y a des équivalents français, je pense qu'il devait y en avoir, de dire, «C'est là où la merde est». Non, ça d'un côté, il y avait un sentiment d'appartenance et puis c'était un marqueur, de son époque. Encore une fois, oui, c'était les premières années de YouTube et on se permettait ce genre de choses. Et du coup, la question, c'est est-ce que The Poop Is, c'est vraiment indicatif en mode nous on est la merde de YouTube et on va s'étaler sur votre écran, ou est-ce que c'est au contraire, YouTube c'est de la merde et on va s'en servir et on va la. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, c'est un peu ambigu en fait, on sait pas de qui on parle. Bah, je pense que les gens maintiennent volontairement cette ambiguïté. Ouais. D'un côté, la YouTube Poop, on pourrait dire: «Ah bah tiens, c'est dans le nom, c'est du contenu merdique», heu,
pas qualitatif et on en met à outrance sur cette plateforme qui le permet, qui semble avoir un stock infini de Hmm. vidéos, donc on augmente le risque de tomber sur de la merde en faisant ça. Et d'autre part, si jamais le contenu ne plaît pas à l'algorithme et que tu le supprimes, tu pourrais être tenté de dire: «Ah mais YouTube c'est de la merde, c'est des méchants». Donc encore référence à Heisenberg au Fitzherbe. Oui, et regardez la collab Fuck YouTube sur ma chaîne aussi. J'ai beaucoup de pubs pour moi, Et mais c'est la évidemment, discussion qui. à, à- à regarder et auquel Auquel, beaucoup d'entre nous ont participé, notamment toi, dont par moi légendaire. effectivement. Oui, au fur et à mesure des années, YouTube devient de moins en moins gentil et le contenu des YouTube Poop devient un peu plus qualitatif, entre guillemets. Il y a moins ce côté bordélique. Hmm. Il y a un côté très travaillé, notamment si on regarde les YouTube Poopers légendaires de King Arquignan, Oui, bien Fleur de sûr. Je Renard, fais Je chier fais des chez les geeks, gens. ouais. Oui, ça faudra faire la transition avec la cote de popularité de la YouTube Poop. Et C'est là où on s'est un peu plus professionnalisé de ce côté-là. on va y venir juste après. Alors, avant, parce que j'ai vu sur Google Trends qu'en fait, le terme YouTube Poop et YouTube Poop FR ont vraiment explosé en 2015. Vraiment, il y a une pique. Il y a un avant et après 2015. Mais je vais revenir l'année juste d'avant, le 18 juin Mhm. 2014 pour être précis, tu publies ton premier zapping pub. Et où en gros tu poupes des pubs, mais tu as quand même fait 13 épisodes, ce qui est beaucoup. Et notamment ton dernier est une collab de 25 minutes avec 21 poopers dedans. Pourquoi cette série de zapping pub t'a tellement plu? Pourquoi c'est devenu un de tes formats phares de ta chaîne? Il y avait un côté cathartique de parodier des publicités. Ça devait être sans doute une période où le week-end, entre divers programmes, il y avait des pubs qui revenaient sans cesse et on commençait à en avoir marre et de se dire il y a moyen d'en faire quelque chose. Mhm. Un peu comme les chercheurs d'or de se dire c'est un filon inexploité, il y a pas trop de gens qui font des pubs. Bon, autant faire un mélange de pubs, un peu comme dans un zapping télé, un zapping pub. Et puis à partir de là, j'ai vu que ça avait fonctionné et pourquoi ne pas en faire d'autres, monter en gamme, les faire correspondre les uns les autres, faire des running gags. Et au bout d'un moment, sur le dernier, je pensais que le filon était terminé, mais en même temps, oui, histoire de finir en beauté, pourquoi ne pas le faire avec les collègues, avec les copains, et de faire effectivement une grande collab. Mais je repense aussi à un palier que j'avais dépassé, où j'avais fait un live, où je regardais une collab avec des happy pubs. J'avais fait un truc énorme pour, il me semble que c'est le palier des 20 000 ou des 30 000, Ok, où en live YouTube, je regardais la participation à une collab YTP sur le thème des pubs. ok. Et, mais que tu as organisé toi ou quelqu'un d'autre du coup? Que j'avais organisé moi. Je sais plus comment j'avais fait. Je crois que j'avais juste rassemblé toutes les participations de de plusieurs collègues de l'époque qui ensuite ont été mises dans un même endroit. Ça devait être Sony Vegas Pro 12 à l'époque. Et puis je regardais ça, je me filmais avec OBS, ça doit être la seule fois où j'ai filmé quelque chose avec OBS. Et puis, et j'ai dû regarder ce genre de contenu pour marquer le coup avec le palier. Je ne sais plus quel zapping pub c'était, mais ça remonte, ça remonte à quelques années déjà. Et justement, on avance dans les années et au fur et à mesure de tes vidéos, là on est juste avant le pic, on se rend compte que le Sonic Mixing, comme on l'a dit plus tôt, n'était pas forcément d'actualité et qu'en fait, plus ça va, plus il prend de la place. Et que le fait de mettre d'autres extraits est toujours là, mais dans une proportion de plus en plus moindre. Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution et pourquoi tu penses que le Sandbox Mixing est devenu indissociable du YouTube à tel point que des fois quand
il y a des gens qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'une YouTube à quelqu'un qui ne sait pas. Il dit, bah, c'est une vidéo où les mots sont changés pour faire d'autres phrases. Ils vont même pas parler des effets visuels, du montage, etc. Mais juste parler de ça. Bah, il y a une évolution des mœurs, une évolution du public et personnellement, il y a eu une évolution dans le montage parce que, c'est là que je suis passé de Windows Movie Maker à Sony Vegas Mhm. qui offrait de meilleures, disponibilités d'effets, de montage et donc rétrospectivement, on regarde les anciennes vidéos, on se dit, tout le monde pourrait utiliser Windows Movie Maker et faire juste des trucs qui se répondent. Ça Mhm. paraît un peu facile. On peut monter en gamme, on peut évoluer et rajouter des effets de montage pour ceux qui ont ce Sony Vegas ou équivalent des Adobe, des, ou des trucs un peu plus évolués. Mhm. Et, mais sur Sony Vegas, oui, le fait d'avoir plus de pistes et audio et vidéo permet ce genre d'excentricité supplémentaire. Et en plus, le fait de pouvoir faire un truc à l'image près, je crois que c'était pas possible dans toutes les versions de Movie Maker, si je m'en souviens bien, que quand on mettait flèche droite, ça avançait de, je sais pas, peut-être 15, 20 images, mais c'est un truc de fou. Oui, on peut avancer maintenant frame par frame si jamais on a envie de mettre des messages subliminaux. Euh, on peut se permettre ce genre d'exaction, c'est vrai. Mais surtout que même pour sound mixing, c'était pas possible avant, du coup. Et, euh, Ah bah, moins possible. et donc, ou de façon beaucoup plus grossière, disons. Et donc, on arrive enfin à cette période sacrée, j'ai envie de dire, qui est presque un totem maintenant pour la commu, 2015-2017, où vraiment les recherches explosaient dans le monde entier de YouTube, tout le monde en voulait. Donc, en fait, c'est voilà, c'est Macron qui a tué YouTube sûrement. Et, euh, et toi, bon, on a dit, t'as passé les 20 000, t'as passé les 30 000, maintenant t'as plus de 50 000 abonnés. Je pense que t'en as fait beaucoup pendant cette période où tu étais très actif, de ce que j'ai vu. Euh, alors, question peut-être un peu dure, à ton avis, qu'est-ce qui, dans le moment culturel de 2015-2017, faisait que les YouTube Poop étaient au bon endroit au bon moment? C'est une question auquel je ne me suis pas préparé et non, Qui elle est n'est très pas dure. facile. Pourquoi 2015? Pourquoi 2017? Bon, si tu m'avais posé la question sur 2017, j'aurais dit les débats des élections Oui. présidentielles qui convergent vers du contenu peut-être repayé par des politiciens ou qui commence à être repris par des politiciens. Mais pourquoi 2015? Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait déjà plus de gens qui se mélangeaient, qui faisaient des collabs, qui faisaient des tennis, qui faisaient des concours, peut-être, que ça a été mis en avant par les concours de type Fintavar, grand tournoi de Yellow Oui. YouTube française. Pour la petite anecdote, je suis arrivé Demi-finale, c'est ça? durant la première édition, je suis arrivé en demi-finale par forfait successif. En 16e de finale, je rends ma vidéo, le type en face la rend pas, bam, je passe. 8e de finale, pareil. Quart de finale, pareil. On m'accusait de marabouter mes adversaires pour pas sortir leur vidéo juste à temps et me faire élire d'office. Et bon, quand même en face, il était un peu plus fort que moi. Ou alors j'avais moins d'envie de faire la source en particulier qui était imposée. Je me suis retiré avec le sourire, mais voilà, c'était un grand moment du premier grand tournoi de la YouTube Poop française. Et tu te souviens, face à qui t'étais pour ce premier tournoi? Je crois que c'était Magnum qui a dû gagner cette édition-là ou l'édition suivante. Je me souviens de bribes de vidéos avec Magnum et Chaussette Croix à l'époque, qui ont sans doute disparu depuis. Euh, il me semble que c'était Magnum, mais je peux me tromper, à revérifier. Et j'ai vu qu'aussi, cette même année, tu as gagné un tennis en 4 rounds, si je dis pas de bêtises, avec Alexander 2012 Smile. Et pareil, voilà, on parle des collabs, on parle des tennis qui ont explosé à cette période. Est-ce que tu peux me parler du comment toi tu vois le tennis et pourquoi il y en avait quand même pas mal qui popaient à l'époque et attendez pourquoi il n'y en a plus trop maintenant? Pourquoi c'est un peu un truc qui est tombé en désuétude?
C'est dommage, c'était C'est un bon une truc, hein. belle forme. Oui, ah bah oui, c'était une belle forme d'âme. Il y en a qui pouvaient enchaîner 28 rounds de tennis sans jamais flancher. Là, avec Alexander notamment, on en a, on en a fait plusieurs les uns les autres. C'est de se dire, d'échanger, partir d'une source, de se donner des contraintes, se challenger un peu, et puis voir jusqu'à où ça pouvait aller. Si on allait jusqu'à 4 rounds, on était déjà très content et on se disait, si jamais ça nous plaît pas d'en faire un cinquième, autant ne pas aller plus loin. Hmm. On se dit que tu as gagné ce round-là, mais on en fera un la prochaine fois, c'est à charge de revanche, machin. Mhm. Après, c'est une forme qui a évolué. Je pense à ce qu'on avait fait pour Camelot tout au Oui. départ et que c'est devenu une suite tennis C'était où 2021, c'est ça, ça? où, 2021-2022, je crois. bah, il y en avait une qui était organisée par Full Metal, Full Metal Metal, Pooper en 2018 qui est devenu et Full Metal Puppeuse ensuite, j'avais voulu reprendre le concept en 2021 qui s'est étendu jusqu'en 2022, je 2022. crois. Où c'était pas juste cantonné à 2 participants, mais où on allait voir ce que ça donnait avec une source à personne numéro un qui passe à personne numéro 2 qui passe à personne numéro 3 et jusqu'à épuisement et au fur et à mesure des gens qui disaient qu'ils participeraient, qui se désistent, Hmm. qui remplacent, qui mélangent le montage. Mais je me souviens que j'étais passé après Red Skull, qui avait fait un excellent boulot, mais en fait, il avait pris la part d'avant, il avait tout cassé, il avait mis de l'Artec et tout. Et moi, j'étais là, il n'y avait plus aucun dialogue et tout. Je ne sais pas comment, comment continuer. Mais Ça devient très vite compliqué de se dire on est parti de là. Moi, je suis quelqu'un qui fait un montage un peu comme ci, comme ça, et de reprendre un truc. hmm. Si jamais ça devient trop random, trop vite, euh, effectivement, ça devient compliqué de passer après. Mais ce que je trouve ça très intéressant, c'est. Et que ça soit dans les tennis à deux et dans les tennis en chaîne, enfin, je sais pas comment appeler ça, c'est le dialogue justement entre différents styles qui se complètent et qui se répondent. Et notamment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je pense toujours à ce tennis entre Memphobe et Je fais chier les gens, où, qui à la fin c'est juste de l'art conceptuel, quoi. Alors qu'à la base c'était des blagues avec une meuf d'animé qui tombe d'un toboggan et il y a un truc où à la fin ça finit sur un truc qui pourrait partir dans un musée d'art contemporain tranquille et on pourrait écrire des desserts dessus. Enfin, bref. Je suis d'accord avec toi sur le fait de voir comment ça a évolué entre le premier et le dernier round, de se dire ah ouais, on n'aurait pas parié là-dessus, ça a dû leur prendre vachement de temps. Comment ils en ont fait pour arriver là? Et effectivement, c'est un truc assez beau, assez artistique. Euh, et donc toi, dans cette période, tu es un peu au centre du cyclone. Comment tu vis en tant que créateur cette hype, ce truc un peu frénésique où tous les jours il y avait des dizaines, voire des centaines de tubes qui tombaient et presque autant de spectateurs nouveaux qui tombaient un peu chaque mois, un peu tout le temps. Comment tu te sentais, ça te stimulait ou pas? Raconte-nous. Euh, le simple fait de dépasser des paliers, oui, il y avait un petit effet galvanisant, un peu comme tous les youtubeurs qui commençaient à gagner en popularité, de se dire, allez, on va marquer le coup, on fait des trucs spéciaux, on se challenge, on améliore. De voir les commentaires souvent positifs ou incompréhensifs, oui, ça pousse à continuer à développer de nouveaux concepts, tester, se challenger. Euh, il y avait surtout aussi, enfin, surtout, il y a plusieurs sources qui pouvaient être intéressantes, donc on teste ça et là. C'est comme ça que je suis passé des Disney aux pubs à des contenus divers et variés. On Père se Noël? teste, et surtout le Père Noël qui devient le running gag de fin d'année, qui devient, j'allais dire la série la plus longue, mais non, j'ai fait plus de zapping pub que de vidéos sur le Père Noël, mais ça risque d'être dépassé. Oui, le Père Noël, c'est un cas particulier parce que, à force d'utiliser la même source et de la connaître par cœur, Tu es un expert un peu. je sais.
Ça doit être ma marque de fabrique, ça doit être ma vidéo où on se dit, Thomasus, il a fait Zapping Pub, Père Hmm. Noël. Il a fait les 2. Et, À quand un mélange des 2? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? et du coup, pendant cette période, tu l'as un peu évoqué, mais comment tu percevais la communauté de Tupu, que ce soit les viewers, les poopers entre eux, les poopers avec leur public, etc., etc. Oui, pour les autres poopers, Hmm. c'était plaisant de voir de nouvelles têtes, de pouvoir, communiquer avec eux, de se dire: «Ah bah tiens, j'adore ce que tu fais», heu, d'échanger, de pouvoir démarcher de potentiels candidats pour des tennis, qui sait. Heu, Ceux qui sont, très sociaux se retrouvent, sur Discord, font des collabs ensemble, participent, à des projets en commun. Et oui, bah, c'est assez galvanisant, c'est assez heureux de se dire, «Je fais partie d'une communauté un peu, contre-culturelle et j'en suis fier». Et est-ce que tu te rendais compte à quel point, enfin, moi je trouvais qu'à l'époque en tant que viewer, moi je te voyais avec ton pseudo avec les étoiles partout là, et je te voyais toi, EDR et Ranger Spatial qui était aussi très actif à l'époque. Est-ce que tu te rendais compte d'être une sorte de pilier, enfin de pilier pour la communauté? Enfin, je trouve qu'il y avait en plus, t'as un serveur Discord, je sais pas de quand il date, mais on avait l'impression qu'il y avait un peu un truc qui tournait autour de toi, quoi. C'était un peu un point d'ancrage, quoi, à l'époque. J'arrive toujours pas à me dire que je suis devenu un pilier de la YTP française. Je sais que je fais partie de la première génération, la première ère, je sais pas trop comment la qualifier, et de dire: «Ah, tu fais de la YTP un peu comme Enflure de Renard, un peu». Il y a toujours des gens un peu plus populaires et qui font du contenu qui, à mon sens, est plus drôle et mieux rythmé, etc. Mais j'en ai fait dans mon coin et ça a plu à un certain public. Et non, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser que on fasse appel à moi pour des projets, de dire: «Ah bah tiens, tu fais de la YTP, tu fais du montage». Non, c'est les émotions, c'est les émotions. Ouais, c'est marrant parce que le Skywalker 62 avait à peu près le même discours. Il y a un peu ce truc où. Peut-être que le fait qu'on est tous dans notre chambre, en plus on était gamins à l'époque, à faire du montage qu'on a du mal à réaliser, surtout à cette époque. Et du coup, on parle des collègues, mais très vite, Macron arrive au pouvoir et du coup, les Tupoup s'effondrent, apparemment c'est lié. Et il y a eu juste un tout petit regain avec le Covid, mais moins que sur d'autres formats. Pendant cette période, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Donc EDR, qui maintenant fait du rap, est très riche et très connu. Il y a Dorio qui s'est arrêté un peu brusquement, alors que c'était vraiment. Dorio, c'était vraiment tout le monde connaissait, même les gens qui ne connaissaient pas YouTube connaissaient les vidéos du père Dorio, ils ne savaient pas que c'était du YouTube. Fintavar, qui était très fort en YouTube narratif, je trouve, qui faisait vraiment des histoires qui suivaient, etc., qui mettait beaucoup d'efforts. Angel Spatial en a parlé, Lunatic qui s'est fait cancel, machin. Je chez les gens, moi, c'était un peu avant. Donc il y a beaucoup de gens qui sont barrés, qui ont arrêté. Et toi, j'ai vu que tu continues, alors, non, t'es moins actif qu'en 2015, mais voilà, tu fais toujours au moins une vidéo de Noël et deux, trois trucs dans l'année. Et qu'est-ce qui te motive à continuer, malgré la perte d'intérêt des spectateurs, après tout ce temps, alors que tu as commencé encore une fois sous Sarkozy, on le savait. Ah oui, il y a une il y a pas vraiment de motivation en soi, si ce n'est de, si je trouve des idées et que je peux les mettre en vidéo, je le fais. Il y a pas d'arrière-pensée, forcément avec ce genre de contenu, on peut pas le monétiser, YouTube est très à cheval là-dessus, donc l'argent n'est pas la motivation première de sortir des vidéos absolument dans un temps imparti. Mhm. Non, moi je suis plutôt dans le calme et l'apaisement de me dire, si je peux le faire, je le fais et ça durera le temps que ça durera. Le jour où ma chaîne s'arrêtera brusquement, c'est que j'aurai pas d'idée ou plus le temps de le faire. Ok, et ben écoute, c'est très sympa. Donc, on a entre guillemets terminé la phase sur ta carrière, mais si tu as d'autres trucs à rajouter, je suis très heureux de les entendre. Là, globalement, on va passer à un débat plus généraliste que j'ai à peu près à chaque épisode, donc tu dois être familier avec les questions, à mon avis.
qui est sur du coup la YouTube un peu plus en général. Et en fait, c'est des questions qui reviennent un peu à chaque épisode, donc je me suis pas fait chier, j'ai juste un peu compilé. Et tu peux me dire ce que t'en penses, tu peux faire court, tu peux faire long, c'est comme ce qui te vient à la tête. Et donc, Mhm. ça, c'est le truc qui s'est lancé avec la vidéo de Charlie, c'est est-ce que les poupes aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'elle est morte en termes de popularité ou en termes de pertinence culturelle sur Internet, sur YouTube? Bah, c'est comme toutes les formes d'art, elle va pas mourir, elle va juste évoluer, elle va se transformer. On l'a évoqué au début, c'était uniquement du sentence smithing et quelques effets au départ, puis le sentence smithing et les effets de montage ont pris une une assez grande matière dans la vidéo, et puis ça va changer de forme. Au tout début, les tennis, ça n'existait pas, il a fallu les inventer, puis il a fallu faire correspondre plus de personnes. Donc je vais pas dire que la YouTube Poop va mourir. La forme de YTP qu'on a connue au tout début est peut-être devenue ringarde, elle a juste évolué. Et je pense que d'un certain point de vue, il y a certains YouTubeurs qui ne sont pas YouTube Poopers, mais qui se revendiquent quand même d'un certain montage qui fait penser à des YTP. Hmm. On peut penser à Potatoes, on peut penser à des effets de montage dans une vidéo de Golden Moustache sur justement le cadeau de Noël et le logiciel de montage. Mais Euh, Moustache, c'était pareil, c'était 2015, donc en fait, même ça, c'est un peu mort aussi, quoi. C'est- même ça c'est un peu mort aussi, mais tout ça pour dire qu'il y a des éléments de Hmm. langage de la YouTube Pop qui peuvent se retrouver autre part et qui font que ça va la faire perdurer encore plus longtemps. C'est comme les mêmes, ça Hmm. évolue. Et du coup, question là-dessus, est-ce que tu trouves que c'est du coup un héritage qui est transmis, ou est-ce que c'est une récupération d'une culture plus dominante de notre culture de niche, un peu marginale? Il y a, là c'est pareil, il n'y a pas de, il y a Ouais, pas de consensus, il n'y a pas de oui et non. hmm. Il y a- pour ceux qui voudraient faire de la YouTube Poop et qui voudraient commencer à créer, ils vont regarder ce qui s'est fait auparavant, réutiliser des sources déjà préétablies. Euh, Par exemple, pour les premiers YouTube Poppers qui réutilisaient tous les intros de Philippe CDI, de Bien sûr. Link, C'est immortel, ça. tous Hotel Mario, tous l'interview de Jean-Pierre Coff chez Morandini. Tiens, encore un gars cancel, tiens. Il y a un cancel qui a pris du temps à être cancel alors que c'est très longtemps qu'il fait ses films. De réutiliser au tout début, oui, des sources qui ont déjà été utilisées, poncées, Hmm. remodelées dans tous les sens, et puis ensuite inclure des sources qui te paraissent propres à toi, que tu as envie de modifier, de parodier. Donc il y a un peu des deux. Il y a forcément un héritage des sources et des formes de montage sur comment les agencer, et après il y en aura forcément des nouvelles qu'on ne soupçonne pas. Il y aura forcément des sources originales dans le futur qui vont faire que tout le monde va se jeter dessus et les parodier. On parlait du confinement, mais je repensais surtout à la canicule et les Hmm. messages d'intérêt public sur la canicule, Bien sûr. où 2015 aussi, hein. il y a... Et du coup, oui, les messages d'intérêt généraux sur le Covid et les gestes Hmm. barrières, là aussi, tout le monde s'est jeté dessus. C'est vrai. Ça permet de faire émerger de nouvelles chaînes, ça permet de maintenir certaines chaînes comme Ranger Spatial, comme EDR et compagnie, qui ont réutilisé ces sources-là et qui les ont fait évoluer. Et alors, quand on parle d'évolution, du coup, la question s'était déjà posée, est-ce que les YouTube Poop doivent se cantonner à YouTube? Et la question que j'ai déjà eue, je sais plus, je crois que c'était avec Shorly ou avec d'autres, c'est, par exemple, est-ce que YouTube Poop sur TikTok, est-ce que ça a du sens? Parce que, entre guillemets, il y a ce truc de YouTube Poop, c'est un peu prendre des vidéos, voilà, de la pub, des films, trucs un peu institutionnels et les détourner donc je vais faire sortir de leur cadre de certaine manière. Sur TikTok, on a l'impression qu'il n'y a pas de cadre, que tout est déjà éclaté de base. Donc, est-ce que faire des tutos là-dedans, qui est une plateforme plus populaire avec plus de jeunes à qui ça parlerait plus, et ce genre d'humour, ce genre de montage, est-ce que tu penses que ça a du sens? Est-ce que
c'est pas la peine? Est-ce que c'est absolument une plateforme qu'il faut investir? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, dès que tu as parlé de TikTok, j'avais en tête au tout début, les premiers effets de mode, c'était juste redoubler une scène de film. Mm. C'était se filmer soi et faire du lip sync. C'est de redoubler des scènes de films cultes. Ce qui est déjà un des effets de montage qu'on pouvait déjà faire sur YouTube, juste d'avoir une source originale et de modifier l'audio, c'est un des aspects de YouTube qui peut être cross-média et qui peut Mm. se lancer sur d'autres plateformes. De là à ne faire que ça peut devenir la marque de fabrique de la plateforme. Au moins, au moins sur YouTube, il y a plusieurs formes de montage qu'on peut exploiter. Mm. Euh, et Et l'essor des nouvelles plateformes de type TikTok, de type Vine à l'époque, Mm. euh, de faire des YouTube Poop sur mobile, ça peut être une forme dérivée, une sorte de forme fille qui serait issue de la YTP, qui pourrait se développer dans son coin. Est-ce qu'on l'appellerait encore YTP? Je ne sais pas. Ça peut évoluer. C'est Et personnellement, j'appellerais pas ça de l'RTP. C'est comme parler des jeux mobiles, Mm. j'appellerais pas ça des jeux vidéo. Oui, c'est ce que Même, j'allais dire. même, même si dans l'aspect ça y ressemble et ça en chope les codes, c'est pas ce avec quoi j'ai grandi. Et c'est ça le jeune et leur technologie de nos jours. Bon, on fait de l'agisme, je suis vieux et toutes ces sortes de choses. Non, Même je ça- suis vieux, c'est un même qui commence à dater de fou. Même utiliser je suis vieux, ça prouve à quel point je suis vieux. Ok, et du coup, pareil sur les évolutions, parce que j'ai l'impression que, avec les différents couverts que j'ai interviewés, il y a un peu sur ce truc de la YouTube n'est pas mort, ça peut évoluer dans telle direction, mais flemme, quoi. Il y a un peu ce que tu dis de. En gros, c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes YouTube qu'on retrouve dans les edits TikTok ou quoi, mais ça paraît pas. Il y a peut-être un héritage, mais c'est pas forcément un héritage qu'on revendiquerait. Et de la même façon, qu'est-ce que tu penses des YouTube du style de l'intensité parodique qui a beaucoup fait ça récemment, qui utilise l'IA, alors qui fait toujours son text mixing et tout, mais qu'en plein milieu, il prend une image et puis il la modifie avec IA ou génère une vidéo IA. Est-ce que tu trouves que c'est dans la philosophie? Est-ce que tu trouves que c'est une évolution qui utilise la technologie comme on passe de Movie Maker avec Aspro? Ou est-ce que tu penses que c'est une dérive un peu trop facile, où il y a pas, enfin, où le travail n'est pas tout à fait le même? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, D'un côté, bah, c'est une évolution qui va avec son époque. Mhm. L'IA fait partie du quotidien de plus en plus de gens, et si jamais ils l'utilisent, qui sommes-nous pour en juger? Mhm. Personnellement, j'en ai jamais utilisé, du moins d'IA générative Mhm. pour faire du sentence mixing, et j'en utiliserai pas, mais libre à vous d'en utiliser. C'est une forme d'évolution que je n'utiliserai pas, mais qui va se développer au fur et à mesure. Euh, on, c'est comme le progrès, on va pas l'empêcher et ça va se développer. Euh, Ah, il y a une certaine. il y a des gens qui disent Vas-y. que le progrès technologique va trop loin, ils utilisent trop de ressources écologiques et qu'il faut des croissances. Donc, tu vois, Il y a ça aussi à prendre en ligne de compte, que l'IA n'est pas bonne dans le côté écologique, dans le côté utilisation. Mhm. Ça a donné de nouvelles trends, les, les packaging de soi, les reviews et les parodies en mode Gimli, en mode dessin animé, en Mhm. mode machin. Ça peut être une utilisation artistique qu'on peut faire de l'IA, et dans le futur, il y aura probablement des vidéos beaucoup plus complexes qui seront générées avec. Ça remplit l'espace vide, ça fait exactement le même message de la vraie YTP qu'on utilisait au début, à savoir flouder la plateforme avec du contenu entre guillemets merdique, poupesque. Sauf qu'il y, y a Ça- un côté où le côté merdique, il s'est transformé en presque mouvement artistique. Hmm. Avant, ma question que je posais à chaque fois, c'était est-ce que tu poupée de l'art? Et en fait, tout le monde me répondait à peu près oui. Donc, Oui, l'IA, il y a beaucoup, enfin, en termes de création artistique, c'est beaucoup contesté et principalement par des artistes qui
ont une technique, qui ont une réflexion derrière et qui ne laissent pas la machine faire des choix pour eux, quoi. C'est presque le serpent c'est presque le serpent qui se mord la queue Mm. avec du truc merdique qui était au départ, qui devient de plus en plus qualitatif au fur et à mesure que ça gagne en popularité. Et avec l'IA, ça va être tellement qualitatif que ça va être un contenu merdique. Oui. C'est le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Eh ben écoute, c'était ça, donc sur tout l'aspect un peu philosophique. Là, c'est des questions un peu plus courtes, histoire de terminer ça. Mais si tu veux faire plus long, c'est ton choix, hein, tu es tout à fait libre, c'est pas moi qui vais m'y opposer. Euh, Est-ce que tu trouves que... Est-ce que tu as un sous-genre de YouTube que tu préfères entre les YouTube narratifs, les MV, les sound mixing, les trucs GG, est-ce qu'il y a une source que tu préfères? Voilà. Bon, j'ai été bercé avec le contenu jagesque suicien. J'aime bien quand il y a du sentence missing. Si jamais il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est appréciable quand même. Si ça devient trop artistique, très art contemporain, il y a de fortes chances à ce que je quitte la vidéo avant même qu'elle ait commencé. Si jamais c'est que des effets de montage qui s'enchaînent trop rapidement avec des flashs, avec du texte qui n'a aucun sens, c'est ça que j'appelle art contemporain. Hmm. Ça c'est pas ma came. Après, s'il y a du sentence missing, bah oui, c'est appréciable. Si jamais c'est de la musique YTPMV, qu'est-ce que vous êtes fort, les gens qui arrivaient à faire des YTPMV complètes sur des aires de musique que vous aimez. Moi, je les admire. À chaque fois que je fais des extraits YTPMV sonores dans mes montages, ça n'excède pas quelques secondes. Jamais je n'aurai les épaules ni la patience de faire des trucs complets avec 8 sources vidéo, 16 sources audio, avec des effets qui se répondent, avec l'équipe kick, basse, snare, mélodie et tout ça. Euh, Vraiment, je les admire. Mais je les admire et je les apprécie grandement. Euh, Tu as fait beaucoup de YouTube, je suppose que tu en as vu beaucoup. Est-ce que en Build 2026, tu es toujours spectateur? Et si oui, aussi spectateur qu'avant de YouTube, ou est-ce que tu t'es lassé au moins un peu, ou est-ce que c'est toujours aussi bien? Bah, c'est toujours aussi bien parce que je suis encore abonné à certaines chaînes qui en produisent encore. J'ai été attristé à chaque départ, à chaque fermeture de chaîne, à chaque clôture à cause des strikes. Hmm. C'était vraiment dommageable. Et il y a mon côté archiviste qui est rentré en ligne de compte, c'est que pour certains d'entre eux, j'ai réussi à télécharger les vidéos avant qu'elles ne soient supprimées et à les reposter dans un Google Drive qui sert d'archive et de bibliothèque d'Alexandrie pour ces YTP-là. Je pense à Rami, enfin, ex La Caverne de Yoshi, Hmm. peut-être qu'elles n'ont pas été totalement retirées par strike, mais juste mis en non répertorié. Il y a quand même moyen d'aller les revérifier. Hmm. Donc oui, j'en ai vu souvent et tout au long de ma carrière, entre guillemets. Il y en a de moins en moins, mais je reste quand même toujours spectateur. Qui plus est, si jamais il peut y avoir des fulgurances comme Ronnie Veranda, qui Ah. n'a rien posté pendant 10 ans et qui pond une masterclass avant de redisparaître dans les ténèbres. Ça se fait, bon, bah, du coup, le Stalker a fait ça avec son mode d'emploi épisode 3. J'ai vu sur YouTube que quelqu'un avait balancé un, un vidéo essai d'une heure sur un mec qui parle de YouTube, c'est un américain qui parle d'une YouTube sur le prince de Bel-Air, où Mm. il avait fait 2 épisodes avec marqué à suivre. Pendant 10 ans, il n'avait rien fait. Et ensuite, il a et genre récemment, il a ressorti un épisode comme si de rien n'était, tu vois. Et genre, il y a des gens sur les campus qui l'ont regardé, hein, genre en groupe, genre qui l'ont projeté, etc. Enfin, je trouvais ça un peu rigolo. Euh, Je pense aussi à Je fais chier les gens, qui avait sorti une vidéo pour les présidentielles, Ah oui. où où pendant une semaine, quasi non-stop, il faisait le montage en live. Et pour la petite anecdote, le premier jour du montage du live,
je faisais partie des spectateurs qui expliquaient un peu ce qu'il faisait, pourquoi il utilise tel effet, c'est quoi la source, de quoi ça parle. Et de fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'il avait pas de modo pour gérer le flot de messages, qui commençait, à pulluler, dans le chat, YouTube. Et 2-3 personnes m'ont proposé, spontanément, «Ah bah, il y a Thomasus, qui nous donne des conseils, qui nous redirige, promo le modo». Dans la foulée, bah, j'ai été modo Mais d'un jour de de Je chez, fais chier les mais gens quel honneur! pendant qu'il fait son montage sur le débat du premier tour des présidentielles avec Jean Lassalle, avec Donc, François Fillon, et cetera. 2017 du coup. À 2017, ouais. Ok. Eh ben, mais oui, c'est ça. De- c'est la petite anecdote, c'est de fil en aiguille, être sympa avec les gens, ben voilà, ça a aidé à monter dans l'échelle sociale très temporairement. Il a utilisé d'autres modos les jours suivants et je n'ai pas été de trop grande utilité, mais voilà, ça faisait un petit quelque chose. Bah, en plus, oui, c'est ça. Ça a donné du coup Déo au débat présidentiel qui, je crois, quand tu tapes YouTube FR, elle arrive très rapidement sur YouTube, quel que soit qui tu sois et quel que soit ton algo. Mm. Euh, donc voilà. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes YouTube poopeuses ou peurs qui voudraient se lancer? Bah, faut trouver un logiciel de montage pas cher, piraté, sur lequel vous avez envie de laisser place à votre imagination, de triturer une source dont vous avez envie. Peut-être que sur les premières vidéos, vous seriez tenté d'utiliser des sources déjà préétablies, d'essayer de faire vos marques sur des sources anciennes. Ce que je peux conseiller, c'est comme ça qu'à peu près tout le monde a commencé à utiliser les mêmes trucs. Le mantra que j'utilise à chaque fois, c'est si jamais je rigole de mes propres blagues, bah ça, il y a de fortes chances à ce que ça en fasse rire d'autres. Et si jamais on se force à faire du montage, au bout d'un moment, on finit par se lasser et se dire ah bah finalement, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc y aller à son rythme, pas se forcer, se donner une deadline au début de faire un montage. Faut y aller avec l'envie et avec la passion. Clairement, faut pas y aller avec la motivation de se faire de l'argent dessus. Ne n'hésitez YouTube le pas, les permettra enfants. pas. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui hésitent à arrêter? Je peux comprendre que vous ayez envie d'arrêter. Encore une fois, j'y vais à mon propre rythme et au rythme de mes envies. Si jamais vous avez envie d'arrêter, ça peut être la porte ouverte à d'autres choses. EDR a arrêté et il est devenu connu dans le rap. Fintavar a arrêté la YouTube Poop et s'est lancé dans le gaming et ça avait l'air de fonctionner pour lui pendant un temps. Donc, si jamais vous voulez arrêter, personne ne va vous en empêcher et personne ne va vous pousser à la porte de YouTube, hein, de toute façon. Et est-ce qu'il y a des... Parce qu'on a cité pas mal de poopers, est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais citer en mode shout-out, que ce soit des anciens ou des récents ou des... qui tu veux? En plus de la vidéo de Noël du poker rap des poopers que j'avais sorti Des années... l'année dernière. Oui, mais t'avais ça, c'est ça qu'à un moment, il y a fait un truc différent, mais que tu cites dans ta vidéo en mode si vous êtes pas Et, dans ma vidéo, allez voir la sienne parce que il y en a beaucoup qui. exactement. Je me suis fait suer à faire en sorte que ça colle avec le rythme de la Oui, musique. Ok, le nom de ce YouTube Pooper a 3 syllabes, donc ça ira mieux dans ce moment de la chanson. Je ne pouvais évidemment pas citer tout le monde. Si jamais on reprend dans l'ordre, donc forcément les EDR, King Arquignan et Je fichais les gens pour l'époque, Parody of Stéphane, ouais. qui était une bonne source d'inspiration de l'époque, Fintavar et son grand tournoi qui ont donné un petit coup de boost à la chaîne, j'imagine. Caca Magique, Oui. pour le deuxième âge d'or de la YTP où le montage pouvait partir dans tous les sens, mais rester compréhensible. Que, bon, j'ai cité à plusieurs reprises Alexander 2012 Smile, qui est devenu un ami et un collègue, qui a été une source d'inspiration et en même temps
un concurrent dans des tennis, dans des collabs très appréciés. Et après ça, big up à Casward, parti trop tôt, saleté de YouTube. Big up à Heisenberg au Fitzherb, ne lâche rien, même si jamais il faut voir une chaîne numéro 7, je serai toujours là pour la regarder. Et puis, big up à tous ceux que j'ai pu voir en vrai, Professeur Cave, Citronsm, Sweet Fox, qui est comme quoi la francophonie ne s'arrête pas à la France et à la Belgique, mais à la Suisse également. Je suis suisse. Je suis suisse. Et puis, et big up à Shorely pour mettre aussi la YouTube Poop en avant de par ses tutoriels, les montages et toutes les choses qui promeut la YTP de par sa chaîne. Tout comme Glin, ouais, Glyn qui faisait ça aussi. Et après, oui, big up à tout le Discord de la populace. Ça commence à faire des gens nombreux. Ouais. C'est cool de voir que la YouTube n'est pas morte tant qu'il y aura des gens pour la faire revivre. Et je ne peux pas partir sans citer Sky Coffee, que j'apprécie énormément et qui le sait, j'en suis sûr. Ok. Alors du coup, je vais demander, parce qu'on arrive doucement à la fin, même bon, pas doucement, en fait c'est la fin. Je vais te demander un mot de la fin, mais juste en un mot, et on arrêtera pile après ça. S'il y a un mot qui me caractérise en plus du Père Noël, de la pub, de Sens, je ne peux pas évidemment partir. Mon mot de la fin sera saucisse.